Je suis Marie Nguyen-Rombaldi, déléguée générale de la Fédération Addiction. Le thème principal de la table ronde était comment constituer un environnement favorable pour prévenir les surdoses. On a développé trois axes ou trois thèmes. Les premiers, c'est développer et déployer les outils pour éviter que les gens meurent. Ça, c'est notre principale préoccupation. Développer l'antidote qu'est l'analoxone, travailler à améliorer les systèmes de soins, former les personnes concernées. Ça, c'est vraiment le premier axe, on va dire, immédiat qu'on fait déjà, mais qu'il faut amplifier. Le deuxième axe, c'est travailler davantage avec les personnes concernées, avec les personnes utilisatrices de drogue, prendre en compte leur savoir expérientiel, parce que c'est elles qui savent, c'est elles qui connaissent, et ce savoir, il doit être considéré à égalité du savoir académique et du savoir professionnel. C'est important également de prendre en compte les entourages de ces personnes qui sont amenées à intervenir. Et enfin, le troisième axe, on a aussi évoqué les causes structurelles. Parce que si on veut prendre en compte une vraie politique de prévention, une politique publique doit s'attaquer aux causes. Et ces causes, elles sont multiples. Et on a beaucoup évoqué la prohibition qui tue, qui entraîne la stigmatisation. La stigmatisation tue également parce que les personnes ont peur, les personnes se cachent. Et donc, cela favorise et peut favoriser des prises de risques et des surdoses. Alors, c'est très important de se réunir et surtout de réunir l'ensemble des personnes concernées. Aujourd'hui, on avait des personnes utilisatrices de drogue qui ont leur savoir expérientiel, des personnes qui ont un savoir plus académique, des personnes qui ont un savoir professionnel et pluriprofessionnel. Les addictions, ce n'est pas qu'une affaire de médecins, même si les médecins sont très importants. On a des équipes avec des infirmiers, des psychologues, des travailleurs sociaux, et c'est vraiment important que toutes ces personnes puissent échanger. Et nous, on dit souvent que ces journées, c'est comme des sortes de formations aussi, parce qu'on a des formations classiques dans une salle, mais on a aussi des échanges entre pairs, où on apprend par l'exemple des autres, où on échange sur nos pratiques. Et un des apports aussi de ces journées, c'est qu'on a pu avoir des exemples internationaux d'une collègue des États-Unis et d'un collègue du Québec. Et sans vouloir plaquer ni les contextes ni les solutions, c'est important de s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. Moi, j'ai été frappée par ce qu'a dit notre collègue du Québec, qui a dit tout à l'heure, quand je vous entends parler depuis 2 jours, j'ai l'impression de vivre ce que nous, on vivait il y a 6 ans. Et pour nous, à la Fédération Addiction, c'est très important parce que on veut arrêter de travailler tout le temps dans l'urgence, prendre le temps, être dans la prospection et éviter d'être dans des situations de crise de surdose comme on connaît en Amérique du Nord. Donc ces journées, ça sert aussi à ça, à se rencontrer, à échanger, mais aussi à anticiper l'avenir en s'inspirant de ce qui peut être fait ailleurs. Il y a des signaux que le fentanyl va arriver en France et la France peut apprendre de détenir les dégâts de fentanyl en Amérique du Nord. Alors, qu'est-ce que c'est le fentanyl? Quand on parle de fentanyl, vraiment on parle du fentanyl fabriqué illicitement, et ça veut dire que ce sont les opioïdes synthétiques à haute puissance. On dit high potency synthetic opioids. Il y a plus que 1000 analogues de fentanyl. Alors, c'est pas en seule drogue, et c'est pas du tout, comme j'ai dit avant, le fentanyl prescrit ou d'ordonnance. C'est pas réglementé. C'est un produit imprévisible, très variable, et ça peut être vendu comme heroin, comme fentanyl ou contenu dans les pilules contrefaites. Quand on parle de fentanyl, on parle d'une substance qui est 50 ou 100 fois plus puissante que la morphine, et avec ça, il y a un risque élevé de l'abus. Le fentanyl, c'est facile à fabriquer, c'est peu cher et c'est facile à déplacer parce que les volumes sont beaucoup plus petits à transporter. Le mode de consommation de fentanyl est aussi changé beaucoup. Et on voit maintenant la difficulté avec le sevrage qui commence plus tôt, c'est beaucoup plus sévère. Ça dure plus longtemps et c'est associé à plus d'agitation et d'anxiété. Et les patients signalent un effort quasi permanent pour prévenir et éviter le sevrage. Et les gens qui consomment le fentanyl. Aussi,
on voit que la consommation c'est beaucoup plus fréquente que, par exemple, que l'héroïne ou que les autres opiacés. Souvent, les gens consomment tous les 1 ou 2 heures pour éviter le sévrage. Et dans plusieurs régions, fumer a supplanté l'injection chez de nombreuses personnes. Aussi, on voit le co-utilisation d'autres substances, par exemple, comme on a parlé des stimulants et aussi des contaminants, par exemple, xylazine. Le fentanyl peut rendre les approches traditionnelles des DSO beaucoup moins efficaces. Et je partage ici un lien d'un manuscrit qui décrit des nouvelles approches de traiter le fentanyl. Les symptômes du fentanyl, mais en général, les patients ont souvent besoin de doses plus élevées de buprenorphine et de méthadone pour éviter les frayeurs. Si la buprenorphine peut être plus difficile à démarrer, il y a un risque élevé de sévrage précipité. Certains patients signalent une préférence changeante pour la méthadone. Et il y a un rôle, je pense, pour les PSO injectables, mais vraiment c'est inconnu et sous-équipé. Pour ça, il faut adapter les approches traditionnelles des PSO. Alors, maintenant, je vais parler un peu au niveau des systèmes, des applications pour les fentanyl en France. Et pour commencer, je pense que c'est très important, c'est crucial, d'avoir des traitements à bas seuil, une PSO à bas seuil. Alors, nous, on a fait une étude qui compare la politique de la méthadone en France et aux États-Unis, et j'ai partagé le lien ici. Mais pour avoir les systèmes et l'accès à bas seuil, c'est très important aussi de comprendre la comparaison. C'est important de comprendre aux États-Unis comment ça alors. Aux États-Unis, l'accès à la méthadone, c'est beaucoup plus restreint, comme j'ai dit. Il y a seulement 20% des comtés américains qui ont une clinique de méthadone. Et il y a des zones locales qui sont énormes où il n'y a pas de clinique. Et par comparaison, en France, qui est à peu près la même taille que l'État du Texas, on a les XAPA qui sont partout, et aussi les pharmacies. Mais ce n'est pas seulement les structures qui... bien, on a besoin des structures, mais aussi c'est comment le soin est donné dans ces structures qui est très important. Et on a comparé les fréquences de visites de méthadone en France et aux États-Unis. Alors en France, c'est typique, c'est pas réglementé, comme vous le savez. Mais aux États-Unis, il y a des lois qui disent que il faut que les gens viennent tous les quelques jours au début pour recevoir la méthadone. Les règles, ils ont changé au niveau fédéral et depuis avril de 2024, mais en réalité, la pratique n'a pas beaucoup changé. Alors, vous pourriez voir qu'en France, pendant les premiers mois, pendant les premiers 90 jours, et en France, en général, les gens viennent 19 fois, mais aux États-Unis, ça peut être 77 fois. Aussi, la culture de la méthadone en France, c'est différent qu'aux États-Unis. Et vraiment, je pense que l'approche des réductions des prix, et la méthadone et la buprenorphine peut être un attracteur de soins, c'est très très important en France. Et je partage quelques mots d'une étude qu'on a fini, mais c'est pas déjà publié, des professionnels français.
médecin, il dit le but principal de la méthode, si on remet dans l'ordre, c'est de diminuer la mortalité des patients, en tout cas des personnes. Mais aussi, il y a la question justement de pouvoir créer du lien. Et c'est qu'on fait la méthode. C'est un attracteur pour ça. Une éducatrice, dans notre étude, dit qu'au-delà même du traitement de substitution, ce qui compte, c'est la parole, c'est que la personne puisse s'exprimer. Et à mon avis, l'approche française, où c'est les médicaments, mais les médicaments donnés dans le cadre de réduction des risques, et pas le cadre de contrôler ou de punir, ça c'est essentiel des succès français. Alors, si le fentanyl arrive en France, comment je pense moi, il faut répondre. Alors, je pense que la France doit continuer à assurer un large accès à la méthadone dans les hôpitaux, les SAPA et dans les soins primaires. Aussi, de penser à comment réduire les temps d'attente pour initier le traitement en SAPA et continuer de déployer des stratégies pour attendre les personnes qui ne sont pas actuellement en soins, par exemple les travailleurs pairs. Je vais parler un peu plus de ça. Aux États-Unis, on parle, et aussi je partage aussi les leçons des États-Unis qui sont les exemples où on a réussi. C'est évident qu'on n'a pas réussi encore. Ce sont les exemples qui montrent le succès. Alors, les cliniques à Varsovie facilitent l'accès aux directions où les gens peuvent entrer le jour même. C'est une approche flexible, centrée sur les patients et la réduction des risques. Et aussi, ça peut être dans les diverses milieux. Par exemple, des cliniques, des programmes de services de CERAP et la sensibilisation de rue et télésanté. Et ça peut fournir aussi souvent d'autres services, par exemple pour le VIH ou VHC. Et vraiment, je pense que les SAPA en France, et plusieurs SAPA que j'ai visités fonctionnent comme ça. Mais c'est toujours important à penser à l'accès et à attraper les gens à un soin. Et chez nous, souvent, le réveil, une fois que le traitement médicamenteux est stabilisé, il y a un réveil avec les soins primaires et les autres. Aussi, c'est très important d'avoir une intégration de la réduction des risques dans les hôpitaux et les services d'urgence. Et dans le contexte américain, les ALSA sont beaucoup moins fréquentes qu'en France, mais ils sont très importants parce qu'ils font une formation aux infirmières, médecins et aux autres. Il y a l'intégration des soins, la dépologie, l'initiation des DSO. Aussi, on peut distribuer les pipes, les arènes, les larçons et autres matériels. Bon, dans notre équipe à Portland, et c'est pas seulement nous maintenant, et il y a d'autres aussi, on a des travailleurs qui travaillent avec nous dans l'équipe dans l'hôpital. Et c'est quelque chose, les travailleurs qui... je pense qu'il y en a beaucoup plus aux États-Unis maintenant qu'il y a 2 ans. Et vraiment, dans l'époque de fentanyl, c'est très important. Alors, je partage un manuscrit que mon équipe a écrit et qui traduit sans lui, je ne leur aurais pas parlé. Et ça, c'est l'idée que les gens qui ont l'expérience de l'addiction peuvent être une partie de l'équipe. Et ça change beaucoup. Les pères, ils ont l'expérience vécue, ils font partie des équipes de soins et peuvent fournir un soutien social et émotionnel et à la navigation aussi. Et notre père sert de liaison entre les patients et les professionnels de la santé. Et aux États-Unis,
ça commence à... On a les pères dans les divers milieux, y compris les hôpitaux, les services d'urgence et ambulances et les structures de soins addictologiques. Et comme j'ai dit, c'est beaucoup plus important dans la période de pandémie. Et je pense que c'est aussi important de penser dans les défis pour les pères. On a appris beaucoup pendant les dernières années. Le rôle des enfants, le rôle des pères ne s'inscrit pas dans la hiérarchie médicale traditionnelle. Et l'environnement des soins de santé est très intense. Et il y a des possibilités limitées de formation et d'avancement professionnel. Et le financement aussi, c'est variable et souvent non durable. Je sais bien qu'en France et aussi en Europe, le mouvement des pères a grandi et parce que le fentanyl, c'est tellement des patients et l'accès, c'est tellement difficile à naviguer, mais c'est pas seulement l'accès, c'est aussi beaucoup plus. Je pense que les pères ont une opportunité très importante. Alors, je pense que la deuxième application, c'est de penser dans la prévention. Alors, aux États-Unis, la naloxone est une des stratégies les plus importantes. La naloxone, c'est un antagoniste des opioïdes et demeure une stratégie essentielle pour inverser la surdose d'opioïdes. À l'ère du fentanyl compte tenu de la puissance ultra élevée et de l'approvisionnement en drogue contaminée. Et en général, on a trouvé que les doses standards suffisent, bien que certains aient remis en question les doses standards de 0,4 mg. Les recherches récentes n'ont trouvé aucune différence entre les doses nécessaires avec ou sans fentanyl. Je pense que ça c'est très important parce qu'ici il y avait mes informations disaient que le fentanyl, avec le fentanyl, la naloxone dans les dosages standards ne fonctionnait pas. Mais en réalité, c'est pas comme ça. Aussi, c'est important de penser comment distribuer la naloxone et je partage le message du US Surgeon General, des personnes dans le gouvernement plus important qui dit Be prepared, get naloxone, save a life. Soyez prêts à porter la naloxone, sauvez une vie. Et l'idée, c'est d'avoir la naloxone comme une clé ou comme le portable que tout le monde doit avoir au cas où. Aussi, les lois sur la prescription et la distribution varient selon les États aux États-Unis, mais les exemples de mise en œuvre réussis sont les prescriptions du pharmacien, prescrire à la famille ou à des proches, et aussi la protection civile et pénale des témoins et des prescripteurs. On parle aussi de Overdose Education Naloxone Distribution. L'idée ici est de comment s'attraper les régions et que tout le monde a accès à un naloxone. Ce sont les programmes de formation visant la prévention des overdoses avec formation sur la reconnaissance des symptômes d'intoxication, les interventions en cas de surdose et l'utilisation de naloxone. Et ça peut être mis en œuvre dans divers contextes, par exemple les ambulances, soins de santé, prisons, écoles et bibliothèques. Moi, j'avais l'occasion de visiter une prison en France et je pense que c'est très important parce que c'est tellement facile de transporter le fentanyl, de penser dans les endroits, par exemple comme des prisons, que tout le monde a accès à l'information. Aussi, on parle de prévention avec des lifelines, des lignes téléphoniques.
Comme vous savez, l'accent ne fonctionne que si quelqu'un est présent pour l'administrer. Et beaucoup de gens continuent de consommer ça. Et ici, on a des lifelines, des lignes de vie, et aussi des applications électroniques qui offrent un accompagnement à distance anonyme. Et ce qui se passe, c'est que quelqu'un peut appeler, peut rester sur les lignes avec quelqu'un pendant qu'il consomme les drogues, et la personne à l'autre côté peut communiquer avec les intervenants d'urgence s'il y a besoin. Et j'ai mis ici un ligne un effort à l'État de Massachusetts qui est très important, qui montre comment ça fonctionne. Mais ça aussi, ça exige des lois qui protègent les personnes qui appellent. Parce que ici, ça s'appelle les lois des Good Samaritans, et ça c'est très important. Parce que si quelqu'un a peur d'appeler, ça ne marche pas. Alors, je vais parler un peu plus des implications possibles pour la France, mais un peu plus général. Alors, je pense que ça peut être important de s'assurer que les cliniciens de première ligne, par exemple aux urgences, ont une formation complémentaire pour identifier et traiter rapidement le sevrage. Les soignants en addictologie peuvent avoir besoin d'utiliser de nouvelles approches pour l'initiation, la buprenorphine et la méthadone. Aussi que le fentanyl peut accroître la demande de méthadone, ce qui pourrait mettre à feu l'épreuve des systèmes existants ou le temps d'attente qui est souvent long en France maintenant. Aussi, la rétention de traitement des TAO ou TSO serait plus important, peut-être encore plus important, pour des buprenorphines à action prolongée, aussi à penser dans le travail mortel, etc. Et on peut envisager une distribution élargie de naloxone, réfléchir à des stratégies pour appuyer les interventions d'urgence en temps réel, comme les lignes d'urgence pour les surdoses, et aussi, comme j'ai dit, envisager les risques de surdose dans les prisons, où le fentanyl va être plus facile à obtenir et les gens peuvent avoir une tolérance plus faible. Aussi, prévoir un rôle important pour les structures qui soutiennent les relations étroites avec les consommateurs de drogue et l'importance de la recherche pour comprendre et gérer les changements de produits et consommation afin de soutenir la préparation et développer une réponse. Alors, avec ça, je vous remercie beaucoup de m'avoir invité aujourd'hui. J'aimerais bien être parmi vous en vrai à Paris, peut-être la prochaine fois. Et aussi merci à professeur Roland, à Marie-Josette aussi, et tous nos participants de notre étude François, et aussi l'équipe aux États-Unis dans ces photos, et aussi à le Franco-American Fulbright Commission, la Fondation Neurodis et aussi le centre hospitalier de Villantier. Bon, merci beaucoup et bonne journée à vous. Allez. On l'applaudit dessus, même, je ne sais pas là. Je suis quelqu'un qui bouge beaucoup, donc vous allez me voir me promener, là, donc j'ai besoin de ça. En plus, c'est le temps un petit peu stressant de parler devant beaucoup de gens. Moi, de marcher, ça me calme. Donc, voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler de la situation des surdoses au Québec qui ressemble quand même étrangement beaucoup à votre situation. Je vais essayer de faire aussi des ponts entre nos réalités et les vôtres. Mais mon objectif principal aujourd'hui, c'est de vous donner quelques pistes de solutions possibles. Il y en a beaucoup qui ont déjà été évoquées dans la journée d'hier et de ce matin avec Eleonora. Donc, il va y avoir de la redite. Mais bon, sachant qu'il va y avoir de la redite, vous le savez déjà, s'il y a de la redite, ça veut dire qu'on est sur peut-être la bonne voie et qu'on commence à identifier des pistes d'action concrètes.
Maintenant, après, le défi, c'est de les mettre en application. C'est ça qui est plus compliqué. Donc, je me présente. Guillaume Tremblay, je suis coordonnateur du programme Profane 2.0. Vous allez voir, je vais vous expliquer un petit peu c'est quoi le programme Profane 2.0. Je suis une personne avec savoir expérientiel. J'ai consommé des drogues pendant plus de 25 ans. Je ne consomme plus maintenant par choix, ce qui ne m'empêche pas de travailler en réduction des risques. J'utilise mon savoir expérientiel dans le cadre de mes fonctions, de mon travail. J'utilise aussi mon savoir académique car j'ai une maîtrise en anthropologie, une maîtrise en géographie et j'utilise mon savoir professionnel en tant que chargé de projet en réduction des méfaits depuis plusieurs années. Donc, la combinaison de ces savoirs-là me permet d'avoir une vue quand même bien d'ensemble de la situation des surdoses et de l'utilisation de substances. Et c'est ce type de combinaison des savoirs-là qui est propre aussi au programme Profane 2.0. Donc, une philosophie, une posture par rapport à la mise en relation, l'articulation des différents savoirs qui, je pense, peut avoir une réelle emprise sur la situation pour notamment endiguer la situation. Parce que on l'enrayera pas. Alors, on va l'atténuer, on va l'endiguer, c'est ça notre objectif, mais déjà d'agir dessus, je pense que c'est la première chose. Donc, plan de présentation assez simple, la compréhension du phénomène au Québec, compréhension du phénomène en général des surdoses, l'action de lutte aux surdoses qu'on a déjà implantée, nous, chez nous, quelques pistes de... Ensuite, je vais vous parler de l'exemple profane pour un peu plus situer qu'est-ce qu'on fait, nous, dans notre programme. Et pour finir avec la poursuite de solutions innovantes. En fait, c'est un peu notre feuille de route à nous pour vraiment avoir comme je vous le disais, une emprise sur le phénomène, le plus possible. Donc, prémisse. C'est important, la prémisse. C'est la posture qu'on doit avoir, je pense, et on a décidé d'avoir quand on aborde les surdoses. D'une part, c'est l'affaire de tous, c'est pas l'histoire de junkie dans le coin, là, dans le container, là, qui s'injecte. Non, c'est l'affaire de tous. On l'a bien vu hier avec certaines personnes qui peuvent être victimes de surdoses en prenant des médicaments prescrits, par exemple. Les jeunes aussi, sont concernés. On sait malheureusement peu de choses sur le vécu, quoique c'est un peu fou quand on met de l'avant le savoir expérientiel, mais on sait peu de choses sur le vécu des personnes qui sont victimes de surdose ou à risque de surdose. Puis ça, on l'a très bien vu hier avec Kevin, là, qui nous disait, ben moi, j'en parle pas, hein. J'en parle pas, je suis chez moi, je consomme tout seul, je vous le dis pas. Fort probablement qu'ici, aujourd'hui, il y a des gens à risque de surdose, ne me le diront pas, parce que par peur d'être stigmatisés, malheureusement. Donc, on sait peu de choses sur ces personnes-là. Donc, il faut quand même avoir cette idée en tête-là que lorsqu'on parle de surdose, il y a des personnes qui sont à risque, mais qu'on ne peut pas nécessairement repérer parce qu'ils vont se cacher à cause de la stigmatisation, entre autres. C'est une grande variabilité des réalités liées aux surdoses, d'une région à l'autre, d'un pays à l'autre, d'une sous-culture à l'autre, parce que le type de consommation va changer, les facteurs environnementaux vont être différents, etc., etc. Ça aussi, c'est très important à prendre en considération. Phénomène complexe, multifactoriel, voire systémique. Et au-delà de l'individu, on est souvent là-dessus, hein, la responsabilité individuelle de consommation. Non, les surdoses, c'est un enjeu de société, donc il faut le regarder avec cet angle-là. La situation québécoise maintenant, canadienne. On va commencer avec le Canada parce que, bon, le Canada est quand même fort impacté par une crise, là. C'est vraiment, on parle de crise de surdose. C'est plus de 47 162 personnes qui sont mortes de surdose depuis 2016. En 2016, on a commencé à faire du monitoring, là, des surdoses au Canada. Le Canada est composé de 40 millions de personnes. On a une population de 40 millions de personnes, donc c'est quand même un bon échantillon. Le Québec, c'est environ 619 décès suspectés entre juin 2023 et juin 2024. La situation du Québec est fort différente de l'ensemble du Canada, fort probablement à cause du fait qu'on est des Québécois, francophones, autre culture, autre contexte, autre type de façon d'intervenir, etc. On pourra revoir ça un petit peu plus tard, ces aspects-là. Mais nous, on est un peu le paradoxe français au Canada, là. C'est-à-dire qu'on est moins impacté par les surdoses que le reste du Canada. Ce qui a fait en sorte qu'on a tardé à agir,
dans une crise parce que nous, on n'était pas en crise. Mais on est toujours dans cette rhétorique-là, crise, pas crise, ce qui fait en sorte qu'on n'agit pas nécessairement rapidement sur un enjeu où des gens meurent. Parce que c'est ça qui est l'enjeu, les gens meurent. C'est aussi bête que ça et aussi simple que ça. Les gens décèdent. Et on ne met pas de visage. Quand on met des chiffres, on ne met pas de visage sur les gens qui décèdent et il y a quand même des impacts sociétals en lien avec tout ça. Donc, c'est quand même 619 décès, beaucoup plus que les accidents de la route qui sont environ 380 décès par année. Plusieurs substances en cause, dont le fentanyl, mais le fentanyl est à environ 25% des substances. Donc, c'est pas le fentanyl, là, notre problème chez nous, quoique oui, il y a une partie que c'est le fentanyl, mais il y a différents types de substances en cause, notamment l'alcool, les stimulants, d'autres types de substances. On a dénombré en 2017 plus de 82 substances dans les décès par surdose. Donc, une multitude de substances en cause et un portrait fragmenté, pas clair, parcellaire, un peu comme on a vu hier avec Bruno. Merci Bruno de continuer ton bel effort. Mais c'est la même chose. C'est très fragmenté. Limite des statistiques, rapidement dire que c'est surévalué avec des morts suspectées. On est beaucoup dans des morts suspectées avant d'avoir une confirmation de la mort par surdose. C'est très long. Donc, pour avoir un portrait plus clair de la situation, on doit avoir un indicateur qui est mort suspecté pour pouvoir agir. Et on a besoin d'une diversification des indicateurs, mais qui n'est pas nécessairement évident à mettre en œuvre, notamment le nombre d'hospitalisations, distribution de naloxone, etc. Et l'opérationnalisation de ces indicateurs-là sont très compliqués. Et donc, de pouvoir vraiment avoir des indicateurs clairs du portrait en temps réel est pratiquement impossible. Rappelez-vous la COVID, comment c'était compliqué à savoir en temps réel qu'est-ce qui se passait. On a toujours une photo ou un portrait à retardement, à rebours. Donc, on est un peu dans le même contexte là, avec les surdoses. On a parlé hier, les surdoses non mortelles sont inconnues, ne sont pas comptabilisées, on ne sait pas. On peut les qualifier, notamment avec des témoignages des usagers, mais sinon, c'est très difficile à avoir une bonne compréhension, une connaissance là, de cet enjeu-là. Et qui laisse des marques, des stigmas, là, des traumas, je veux dire, là, des traumas très, très graves là, à certains égards. Fiabilité des données, disponibilité des données, c'est un petit peu compliqué, là. C'est un petit peu compliqué, la constance des données aussi. C'est au bon vouloir des différentes structures, instances qui détiennent ces données-là et de pouvoir toutes les mettre en relation, c'est fort complexe également. Bruno nous l'a bien démontré hier. Comparaison des données précaires est parfois impossible, donc faire attention aux comparaisons là, entre les données, de se comparer nos données avec ceux des États-Unis, avec le reste du Canada. Le contexte du Québec n'est pas les États-Unis, n'est pas le reste du Canada. Je vous dirais, on a plus intérêt à se comparer avec vous qu'avec eux. Donc, il y a peut-être plus des comparaisons de cet ordre-là qui devraient être faites. J'ai d'ailleurs parlé, avant de venir ici, à la personne qui est responsable de la Vigie des surdoses du Québec, qui me disait, écoutez, ne faites pas de comparaison avec les États-Unis, ça n'a rien à voir. Donc, il faut vraiment se faire peut-être des liens de comparaison entre la francophonie, par exemple, où là, il y a peut-être plus de liens communs par rapport à la situation. Je vais juste regarder mon temps, parce que là, je ne le vois pas. Quelques constats rapidement. La plupart des personnes qui sont retrouvées décédées là, sont par des proches. Les proches sont vraiment des personnes à prendre en considération quand on parle de surdose. On a un petit peu évoqué hier. On a aussi parlé des déterminants sociaux et structuraux de la santé qui doivent être pris en considération comme facteur contributif au phénomène. C'est peu nommé là, sur la place publique en ce moment. Ça commence. Jean-Michel, hier, en a fait la démonstration. Les stéréotypes nuisent à la compréhension du phénomène. On pense souvent au junkie avec une seringue dans le bras dans la ruelle. Là. Donc, ou dans je ne sais pas trop comment vous appelez ça, vous autres, les allées. Nous, c'est des ruelles. Vous, je ne sais pas. Mais bref, le junkie dans le coin noir, tout seul, mais c'est pas ça. C'est souvent des personnes seules à la maison qui décèdent. Polyintoxication est en cause, beaucoup, plus de 65% des cas.
Donc, c'est énorme. Au Québec, la polyintoxication, je comprenais c'est un peu votre cas aussi ici, ça commence. Et, sans surprise, hein, la crise le phénomène touche les personnes les plus vulnérables en premier lieu. Donc, femmes, personnes racisées, personnes marginalisées, etc., personnes en détresse psychologique. Donc, c'est aussi important de prendre ça en considération. Donc, sachant tout ça, qu'est-ce qu'on fait? On change notre prise d'analyse de la situation. Je pense que c'est la première chose à faire. Donc, on dit parfait, on va regarder la situation sous l'angle des déterminants sociaux et structuraux de la santé. Commençons avec ça. Deuxième chose à prendre en considération, il y a des inégalités sociales de la santé. Ça existe, ça. Donc, et du bien-être. On n'est pas tout égal par rapport à ça. Ni au Québec, ni en France, et encore moins aux États-Unis, ce qui explique fort probablement la différence avec nous. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, les inégalités sont extrêmes. Là. On n'est pas dans le même contexte en France ni au Québec. Là. On a quand même moins d'écart. Encore, hein? On ne sait pas trop pour combien de temps, mais encore. On a quand même un manque de ressources et de moyens. Mais sachant ça, ça nous permet d'un peu plus se positionner, de dire, bon, OK, tout n'est pas parfait, mais malgré qu'il manque de ressources et de moyens, on en dispose. Donc, de se placer dans une perspective où on a des capacités, on a des expériences, on peut capitaliser sur ces expériences et ces capacités-là. Prohibition et stigmatisation, je ne vous apprends rien avec ça. Oppression colonialiste et racisme systémique. C'est très important dans une crise où là, il y a des inégalités sociales marquées. Et toxicité des drogues, là, on en a fait état depuis hier, la toxicité des drogues et marché en mutation. Donc, le marché aujourd'hui est fort probablement pas celui d'hier. Donc, en ce moment, on ne sait pas ce qui se passe dans la rue, on ne sait pas le marché, qui évolue. Les actions qu'on a mises en place au Québec pour faire face à cette crise-là, on a fait un peu... C'est quand même intéressant d'être ici avec vous depuis hier pour voir un peu. Moi, je me projette là, depuis hier, 5-6 ans en arrière au Québec, où on avait les mêmes types de discussions. À savoir, devons-nous faire la distribution massive de naloxone? Quoi faire avec l'accès aux soins? Donc, vos questionnements sont très valables et très pertinents. On a eu à peu près les mêmes et on est allé avec des mesures un peu universelles, là, grand public, grande échelle. On a commencé comme ça avec des actions de santé publique, distribution d'analoxone partout au Québec, au grand public. Le grand public peut utiliser. Vous venez au Québec, toi Patrick, tu viens au Québec, tu t'en vas à la pharmacie, tu peux aller te chercher des trousses d'analoxone gratuitement, puis c'est pour tout le monde. Tout le monde. Approvisionnement sécuritaire, de plus en plus on voit ça. On voit un approvisionnement sécuritaire, donc des prescriptions par les milieux de soins de substances psychoactives pour tenter d'avoir des substances plus sécuritaires, donc des substances connues. Donc du fentanyl, tout à l'heure on entendait Lénora qui nous parle de fentanyl de rue, qui est complètement différent du fentanyl pharmaceutique, mais un médecin prescripteur pourrait dire, je vais te donner du fentanyl pharmaceutique, comme ça tu n'aurais pas cherché ton fentanyl, parce que de toute façon la personne va consommer du fentanyl. Donc c'est ça un peu l'approvisionnement plus sécuritaire. En ce moment, c'est beaucoup mis à mal par la droite, là, la montée de la droite au Canada, aux États-Unis aussi, mais il reste quand même qu'il y a des initiatives qui ont été mises en place et des médecins qui sont quand même militants, rebelles, engagés, là, qui continuent à le faire. Formation des professionnels, on en a beaucoup parlé hier, c'est quelque chose qui revenait beaucoup. Vigie des surdoses et monitoring, c'est vraiment un must là, pour comprendre un peu la situation le plus possible en temps réel. Et finalement, accès au traitement d'addictologie, ça aussi on en a fait beaucoup état. Déjudiciarisation, la loi du bon samaritain, on l'a vu avec Lénora là, qui nous parlait de l'avantage de mettre ça en place. Et services de proximité et universel, ce que vous avez pas mal déjà en France, donc vous pouvez pas mal capitaliser là-dessus. Donc vous avez déjà là-dedans pas mal de choses que vous êtes en train de mettre en place ou fort probablement déjà mis en place.
Les actions communautaires maintenant au Québec, c'est surtout lié à des actions de proximité. Quand on parle d'actions communautaires au Québec, c'est porté par l'ensemble du milieu communautaire québécois. Le milieu communautaire québécois, c'est des associations à but non lucratif, donc les structures proches des gens, dans les quartiers, dans les communautés, impliquant les forces vives du terrain, mais aussi des professionnels. Donc, site de consommation supervisée, tests d'analyse de substances, services adaptés aux besoins réels, collecte de données, monitoring, priorité aux approches bas seuil et formation, atelier, outils de prévention. Vous avez déjà tout ça. Il faut juste capitaliser dessus maintenant. Action, le par et pour. Posture très importante par rapport à la crise des surdoses. Sans les personnes concernées, on n'y arrivera pas. Impossible. Les mesures ne seront pas adaptées à la réalité, ne seront pas non plus adaptées aux besoins des personnes. Donc, les actions par et pour au Québec ont été des campagnes de sensibilisation. On continue d'en faire, des actions contre les surdoses, campagnes de sensibilisation. Là, on voit une marche qu'on a fait dans le centre-ville de Montréal avec une bannière. Prise de parole dans les médias. Important pour déconstruire ce qui est construit par les médias. Hein? Donc, il faut aussi déconstruire ce qui est malheureusement construit par le monde des médias. Et activités de formation, ateliers éducatifs, représentation auprès des autorités, développement d'outils de prévention, groupe d'entraide, d'autosupport. Vous avez déjà tout ça, là, psychoactifs, psychonautes, à Sud, etc. Ils sont là, ils existent, ils font un travail considérable. Mobilisation et transfert de connaissances, c'est très important de soutenir ces organisations-là. Là, je comprenais que peut-être en France, c'est compliqué ces temps-ci à soutenir ces organisations-là, malheureusement, mais bon, on va peut-être faire trouver des solutions. Présentation. Présentation du programme Profane 2.0, Focus Formation de formateurs. Nous, on s'en va vers ça. Le programme Profane 2.0, c'est quoi? En fait, le programme Profane 2.0, c'est un programme de formation prévention des surdoses qui a émergé d'un par et pour, donc une association de personnes utilisant ou ayant utilisé des opioïdes, qui a mis en place un programme de formation alliant le savoir expérientiel et le savoir clinique pour pouvoir éduquer, informer sur les actions à entreprendre pour prévenir les surdoses surtout, mais aussi pour pouvoir agir en situation de surdose. Donc, ça existe depuis plusieurs années. On va fêter nos 10 ans cette année. Valorisation du savoir expérientiel, très important dans le cadre du programme Profane. On maintient absolument cette particularité-là, qui amène beaucoup de crédibilité à notre programme. Beaucoup de détracteurs pourraient penser le contraire, mais c'est vraiment ça qui amène beaucoup de crédibilité au programme. Et cela est possible seulement selon les valeurs fondamentales du Nothing About Us Without Us. Donc, rien à propos de nous sans nous. C'est des justices sociales réparatrices, non-jugement, participation à toutes les instances décisionnelles, etc. C'est des défis. Là, je ne veux pas rentrer là-dedans aujourd'hui, mais quand même, ça amène beaucoup de pertinence et de crédibilité à notre programme de formation. Autant pour les usagers que les intervenants, les professionnels, parce que nous, on vise la formation des professionnels et des usagers de substances, des usagers de drogue. Donc, le programme s'adresse autant aux usagers de drogue que les professionnels. On a deux formations un peu distinctes, mais complémentaires là, pour les usagers et les professionnels. Et d'ailleurs, on paye les usagers pour qu'ils viennent suivre nos formations. Donc, voilà. On a aussi fait des adaptations en anglais ou aux communautés autochtones. Donc, je l'ai dit, c'est très pratico-pratique, là, comme vous pouvez voir. On se met vraiment en action, là, on fait des simulations de surdose, etc. Et le contenu de la formation est quand même... on essaie de couvrir le avant surdose. On veut éviter une surdose, hein, c'est ça le but. Le plus possible, on évite la surdose. Maintenant, si on n'est pas en mesure de l'éviter, bien, comment agir en situation de surdose? Et enfin, comment rétablir l'équilibre, c'est comme ça qu'on appelle ça, là, comment prendre soin de soi suite à l'intervention en situation de surdose. Donc, on aspect de discussion par rapport au deuil, la perte, le trauma, etc., face à des situations difficiles. Pertes multiples aussi, là, multiples deuils là, dans la communauté des usagers de substances et des personnes qui interviennent avec elles.
On s'est déployé dans les 18 régions socio-sanitaires du Québec. On a 18 régions socio-sanitaires au Québec. Donc, l'ensemble du Québec a été couvert. Et là, notre objectif, c'est très grand le Québec, là. Donc, c'est long, aller d'un point à un autre, là, se rendre, par exemple, dans le nord du Québec, bien, on n'a pas le choix, il faut prendre des avions. Donc, un peu comme vous avec les dom-toms, là. Donc, ça devient compliqué de couvrir l'ensemble du territoire. Donc, on s'est dit que ça serait peut-être une bonne idée de commencer à développer une formation des formateurs pour que chaque région soit autonome dans la mise en place d'un programme profane propre à eux, en lien avec leur propre réalité et leurs propres besoins. Donc, voilà pour ça. Donc, chemin de la formation des formateurs, on est en train de suivre ce chemin. Je veux dire qu'on est rendu au point 2. Donc, on a mis en place des comités de pilotage dans certaines régions et maintenant, on va avoir des pilotes de formation dès l'hiver prochain là, en formation de formateurs. Et on veut aussi évaluer là, cet aspect-là. On parle d'empowerment evaluation parce que les personnes concernées participent à l'évaluation. En fait, les personnes concernées participent à tout. Participent à l'élaboration du programme, participent aux décisions liées au déploiement du programme, participent au déploiement du programme et l'évaluation du programme. Le but, à terme, c'est vraiment de créer un réseau de prise en charge des surdoses, par et pour la communauté, par et pour les personnes concernées. Et voilà, on espère y arriver, mais de se mettre en réseau là, pour un peu capitaliser sur nos forces vives. Maintenant, j'arrive vers la fin. Là. Poursuite de solutions innovantes. On s'est dit, bon, ben parfait, on a mis en place certaines actions, mais dans certaines régions, ça fonctionne, dans d'autres, moins. On a un peu de difficulté à comprendre l'interaction à ces différentes actions-là. Et donc, on s'est dit, bon, la suite des choses serait quoi? Bien, serait des... comme on l'a vu tout à l'heure, des interventions qui agissent sur les déterminants de la santé, donc moins sur les drogues, les substances. On est beaucoup là-dessus, hein, les substances, les drogues, mais peut-être sur les déterminants de la santé. Hier, Jean-Michel nous parlait de renforcement communautaire. Je trouvais ça très intéressant comme concept. Élargissement de l'offre de services à bas seuil intégré, c'est un peu ça. Raison d'action concertée et communauté de pratique. Bon, comme je vous l'ai dit, le profane veut s'en aller vers ça, mais j'ai cru comprendre que dans le document là, du ministère, il y avait 5 priorités d'action, puis une, c'était de se mettre en réseau. Là, c'est ça que j'ai cru comprendre. Peut-être que je me trompe, mais c'est ça que j'ai cru comprendre hier. Grande participation des pairs à tous les niveaux, ça, c'est crucial. Et je veux vraiment mettre l'accent là-dessus. Crucial. C'est crucial. Compliqué, là. Je vous le dis, c'est compliqué. Il y a des obstacles, c'est compliqué. Ça change les façons de faire. Il y a certaines confrontations qui vont avoir lieu, mais c'est très riche par la suite. On apprend beaucoup et on va beaucoup plus loin comme ça. Mobiliser les autorités publiques et les décideurs politiques. Bon, ça, c'est pas gagné partout, mais il ne faut pas lâcher. Pas lâcher. Et évaluation constante de nos actions. Puis, on l'a dit hier, sensibiliser le grand public pour déconstruire l'état de moralité par rapport à la situation des surdoses. Défis structurels, différents défis structurels liés à tout ça, notamment l'absence de leadership étatique, mais la rhétorique, comme on disait, de la crise, pas crise, le manque de données, on a tout dit ça, l'instabilité du financement, des choses que vous connaissez déjà, mais les défis structurels sont là, il faut les prendre en considération, il faut les attaquer de front, on n'a pas le choix. Il ne faut pas que ça nous décourage, par contre, il faut juste les considérer comme étant partie prenante de notre poursuite vers l'endiguement, de tenter d'endiguer le phénomène des surdoses. C'est ma dernière slide. Donc, approche à préconiser. Et il faut peut-être changer notre façon de voir les choses, de faire les choses par rapport à la crise des surdoses. En fait, la crise des surdoses ou les surdoses en général nous exigent de faire ça, de changer un peu notre posture par rapport à tout ça. Donc, une approche plus de partenariat intersectoriel. On travaille beaucoup là-dessus en ce moment au Canada. Il y a plein de webinaires partout au Canada, aux États-Unis, entre nous et les États-Unis, par rapport à ces approches de partenariat intersectoriel. L'engagement communautaire et de redevabilité
durabilité, qui est un concept anglo-saxon, mais qui permet la prise en charge du phénomène par les citoyens eux-mêmes, par la communauté. Et je pense que c'est très important de le faire parce que chaque communauté va le vivre différemment. Je vais le dire comme il faut, philosophie du par et pour et avec. Adaptation réalité. Il faut que ça parte de la base, tout ça. Il faut que ça parte de la base. Il ne faut pas que ça parte d'en haut puis ça descende. Il faut que ça émerge de la base. Adaptation réalité et culture locale, très important parce que moi, je suis un raver. Je ne consomme pas la même... Du 2CT7, là, qui est un dérivé de LSD, 2CT7, on ne trouve pas ça dans la rue, ben. On va trouver d'autres types de substances. Donc, les sous-cultures de consommateurs ont aussi un impact sur le type de consommation qu'on va retrouver. Dans les communautés autochtones, on ne trouve pas la même... En Guyane, vous n'allez pas trouver la même consommation, à La Réunion non plus, que vous allez trouver en Île-de-France. Politique publique en phase avec le terrain. Bon, on essaye, mais c'est pas trop évident. Et service intégré accessible dans un continuum, pas trop de bris de service, s'il vous plaît, et recherche participative au service du droit commun. Donc, d'allier la recherche à tout ça. Donc, ça aussi, on l'a vu à plusieurs reprises depuis hier. Voilà, merci.